Bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence pour cette session de communication libre en obstétrique. Et donc, on va commencer tout de suite avec la présentation de Anne-Sophie Boutor. Bonjour, je suis médecin anesthésiste à la maternité Jeanne de Flandre de Lille. Je remercie le PSF et puis les modérateurs de m'accueillir dans cette session. Et je vais vous présenter les résultats de l'étude TRACE, qui est un essai pharmacobiologique randomisé double aveugle versus placebo, qui a permis de mettre en évidence un effet dose de l'acide tranexamique dans la césarienne hémorragique et d'établir la première modélisation pharmacocinétique populationnelle de l'acide tranexamique en intraveineux quand il est utilisé en curatif. Les coagulopathies obstétricales ont deux éléments de base physiopathologiques, l'essai de génération de thrombine, qu'on appelle classiquement la CIVD, et l'essai de génération de plasmine, qui correspond à l'hyperfibrinolyse. Dans les recommandations européennes et françaises, il est recommandé de détecter, de quantifier et de traiter la baisse du fibrinogène qui est au centre des coagulopathies obstétricales. L'acide tranexamique est une molécule simple, peu chère, facile à conserver, qui permet de bloquer l'hyperfibrinolyse et elle a été démontrée comme efficace dans le trauma, la chirurgie majeure et l'hémorragie du postpartum si elle est administrée avant la 3e heure après le début de l'hémorragie. Nous voulions tester deux doses, une dose standard de 1 g et une dose faible de 0,5 g versus placebo, sur la réduction du saignement additionnel, sur la morbidité maternelle et sur l'inhibition de la fibrinolyse évaluée biologiquement. C'est donc un effet. Donc la fibrinolyse, nous l'avons évaluée in vivo par la mesure des D-dimères et celle des complexes plasmine-antiplasmine, et ex vivo par une méthode innovante de mesure de la génération de thrombine et de plasmine simultanée en un puits. Notre méthode statistique nous a permis d'analyser la comparaison de l'évolution entre la baseline et les temps de mesure répétés. Notre nombre de sujets par groupe était de 48 nécessaires. Nous avons inclus 175 patientes qui saignaient plus de 800 ml. Nous n'avons pas perdu de vue. Nous avons quelques déviations de protocole dans le groupe. Alors, j'ai une flèche, oui. Dans le groupe 0,5 g et dans le groupe 1 g. Et nous avons pu obtenir 151 patientes prélevées biologiquement de façon répétée et 79 patientes qui ont reçu l'acide tranexamique pour l'étude pharmacocinétique. Nous avons démontré que l'administration d'une dose d'au moins 1 g était capable d'inhiber l'hyperfibrinolyse en cas d'hémorragie active. Donc ça, c'est une mesure de l'augmentation des D-dimères entre T0 et T30. T0 est 2 heures après le début de l'hémorragie, T0 est 6 heures après le début de l'hémorragie. Pour les D-dimères, donc ici on remarque que dans le groupe placebo, on a une hyperfibrinolyse, une augmentation de plus de 50% des D-dimères. Pour certaines, on a une augmentation qui monte à 100 fois la normale et parfois à 1000 fois. Et que cette augmentation des D-dimères est réduite à la 2e heure par la dose de 1 g d'acide tranexamique, mais pas par la dose faible. De la même façon, l'augmentation observée des complexes plasmine-antiplasmine, donc résultat de l'hyperfibrinolyse, qu'on voit dans le groupe placebo, est inhibée à la 30e minute et à la 60e minute par la dose de 1 g d'acide tranexamique, mais pas par la dose faible. Nous avons établi un modèle pharmacocinétique idéal qui se révèle être un modèle bicompartimental. Donc on administre la dose, il y a le compartiment central, il y a le compartiment périphérique. Et ce qui nous a beaucoup étonné
et qui est un apport de cette étude TRACE, c'est qu'on a une double élimination de premier ordre, c'est-à-dire que l'acide tranexamique est éliminé par les urines, ce qu'on observe chez les volontaires sains à 100%, mais là, on a une élimination non urinaire. On a aussi observé que la dose devait être modulée par rapport au poids idéal et que la clairance du produit dépendait de la clairance de la créatinine. Au total, il s'agit du premier modèle pharmacocinétique et pharmacobiologique qui établit la dose idéale d'acide tranexamique administrée à visée curative dans le contexte de la césarienne hémorragique. Il est nécessaire d'administrer au moins 1 gramme d'acide tranexamique puisque la dose de 0,5 n'est pas capable d'inhiber l'hyperfibrinolyse en rapport avec une hémorragie active. Et nous avons observé qu'entre 25 et 50% de la dose était éliminée par une voie non urinaire qui probablement est une voie une élimination dans le saignement. Et ça nous implique la recommandation de renouveler la dose si le saignement continue. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai une. Pourquoi 800 ml? Alors, en fait, on a choisi 800 ml avec nos obstétriciens parce qu'on voulait ne pas inclure dans l'étude des patientes qui sont à 500 ml et qui vont s'arrêter de saigner dans les 30 minutes avec simplement les utérotoniques. On aurait pu prendre 1000 ml, mais on se rend compte que quand on inclut à 800 ml, le saignement de départ de notre saignement additionnel, il est en général au-delà de 1000 ml. Donc c'est une manière de sélectionner les hémorragies sévères avant qu'elles ne deviennent incoercibles, en fait. C'est ce qu'on avait fait dans l'étude Exadeli, qui date maintenant de quelques années, et on a repris le même critère de sélection. Dans la même veine de questions, est-ce que vous aviez standardisé ou mis en place un protocole particulier de recueil des saignements dans le cadre de cette étude? Absolument. Alors, ce protocole de recueil de saignements, les centres ont été sélectionnés pour ça. C'est-à-dire qu'on a un recueil de saignements par tranche chronologique. Et c'est un recueil à la fois dans le bocal d'aspiration avec mesure de bac pour liquide amniotique et saignement, peser des champs et des compresses au fur et à mesure de l'intervention. Et on met aussi un sac vaginal, c'est-à-dire qu'on fait sortir un sac en dessous de la table de césarienne pour pouvoir mesurer le saignement par voie vaginale en association. C'est une pratique qui est pour toutes les patientes dans notre maternité. D'accord. Est-ce que vous savez, parmi les centres qui incluent, il y en a beaucoup qui ont dû modifier leur pratique d'estimation des saignements en cours de césarienne pour obéir à votre... En fait, non, pas du tout, parce que je les avais sélectionnés sur ces critères-là au départ. Et finalement, il y a un groupe placebo. Oui. Actuellement, quand même, maintenant, on recommande de faire d'hexacil au moment finalement du démarrage de l'hémorragie. On n'attend plus finalement la deuxième phase. C'est vrai que maintenant, ce genre d'études probablement passerait plus en qualité d'éthique, puisque finalement, ne pas administrer, c'est presque une perte de chance. Alors, c'est une perte de chance dans les pays en voie de développement. Actuellement, donc, parce que l'essai Women a été fait dans les pays en voie de développement, actuellement, et avec l'essai TRACE, on n'a pas de réduction du saignement additionnel par 0,5 ou 1 gramme d'acide tranexamique par rapport au placebo. Ce qui est quand même un résultat important. On n'a pas le nombre de sujets nécessaires pour pouvoir dire qu'on n'est pas efficace, mais il est certain, actuellement on est en train de faire des progrès sur la compréhension de la coagulopathie obstétricale. Il y a des coagulopathies obstétricales quasiment primitives avec une hyperfibrinolyse majeure pour lequel une dose de 0,5 et 1 gramme d'acide tranexamique sont totalement insuffisants. Et puis, il y a des patientes pour lesquelles il n'y a absolument pas d'hyperfibrinolyse. On le voit bien, les délimères montent à peine. Et à ce moment-là, l'acide tranexamique ne sert à rien.
Donc, ce dont on a besoin actuellement, c'est de mieux diagnostiquer l'hyperfibrinolyse par des tests viscoélastiques, et c'est le sujet de mon prochain PHRC. Parfait. Je l'espère. Merci beaucoup. Et on va accueillir le docteur Ons Kabia, s'il vous plaît. Ok. Eh ben, est-ce que le docteur Lola Lousser est avec nous? C'est vous, docteur Lousser? Donc on va accueillir Diane Korb, qui va parler pour le docteur Lousser. Diane Korb travaille à l'hôpital Robert Debré à Paris. Voilà, donc je vais te présenter à la place de Lola Loussard qui n'a pas pu être là ce matin. Donc il s'agit d'un travail qui porte sur le risque d'hémorragie du postpartum selon la voie d'accouchement, et cela dans le contexte des femmes qui ont une grossesse gémellaire et un antécédent de césarienne. Donc les grossesses gémellaires représentent actuellement 1,7% des grossesses en France. Et il y a actuellement beaucoup de données dans la littérature qui ont montré que comparativement à une grossesse singleton, la grossesse gémellaire est associée à plus de complications maternelles, et notamment plus de complications maternelles sévères, avec un risque multiplié par 4 par rapport au singleton. Et parmi ces complications maternelles sévères, il s'agit principalement d'hémorragie obstétricale lors de l'accouchement. Quand on s'intéresse à la tentative de voix basse après une césarienne, la grossesse gémellaire plus l'utérus cicatriciel sont deux situations à risque d'échec de la tentative de voix basse, donc dans lequel on serait obligé de faire une césarienne en urgence. Or, il a été montré que la césarienne en cours de travail est associée à une augmentation du risque d'hémorragie du postpartum dans les grossesses singletons. Ainsi, la question qu'on se posait, c'était en cas de grossesse gémellaire, en cas d'utérus cicatriciel, est-ce que la tentative de voix basse est associée à une augmentation du risque d'hémorragie du postpartum, du fait que dans le contexte de la grossesse gémellaire, il y a plus de césariennes en cours de travail. Donc l'objectif principal était d'évaluer l'association entre voie d'accouchement programmée et hémorragie du postpartum chez les grossesses gémellaires utérus-cicatricielles. Donc pour cela, l'étude a été menée à partir de la cohorte JUMODA, qui était une cohorte observationnelle prospective en population en France, menée pendant 1 an entre 2014 et 2015, et qui a inclus tous les accouchements de grossesse gémellaire au-delà de 22 semaines d'aménorrhée, dans toutes les maternités sans distinction du type, du niveau. Pour cette analyse, ont été inclus que les femmes qui avaient un antécédent de césarienne. Il y a eu des critères d'exclusion, donc les accouchements avant 24 semaines d'aménorrhée, les naissances avec une mort fétale in utero ou interruption médicale de grossesse sur au moins un des 2 jumeaux, tout ce qui était responsable d'hémorragie, mais avant l'accouchement, donc hémorragie antépastome, placenta prévia et hématome rétroplacentaire. Ont été aussi exclus les antécédents de chirurgie utérine autres que césarienne, pour vraiment avoir la notion que c'était un utérus unicicatriciel, et le GIA en présentation transverse, qui était une indication de césarienne d'emblée. Le critère de jugement principal, c'était toute hémorragie du postpartum, et les critères de jugement secondaire, hémorragie sévère du postpartum, donc vraiment sévère car définie par une transfusion de plus de 4 kg, embolisation, tamponnement, prise en charge chirurgicale ou admission en soins intensifs. Deuxième critère de jugement secondaire était la rupture utérine. Et donc notre exposition qu'on a étudiée, c'était la voie d'accouchement programmée, tentative de voie basse versus césarienne programmée, qui était vraiment définie par l'obstétricien qui prenait en charge la patiente avant l'accouchement. Donc on avait vraiment une donnée de qualité sur cette notion de voie d'accouchement programmée. Donc là, c'est le flowchart de la population. Donc parmi les 8823 femmes qui ont accouché de grossesse gémellaire durant l'année de l'étude, seulement 883 avaient un antécédent de une seule césarienne. Et après les critères d'exclusion que je vous ai présentés précédemment, il y a eu 735 patientes incluses dans cette analyse. Parmi ces 735, 187 ont une tentative de voie basse et la majorité ont une césarienne programmée 548. Et un des premiers résultats est que parmi ces patientes qui ont eu une tentative de voie basse, quasiment 67% ont finalement accouché voie basse, ont une voie basse effective. Quand on regarde notre critère de jugement principal, l'hémorragie du postpartum, le taux était de 9% en cas de tentative de voie basse et de 8% en cas de césarienne programmée, donc ce n'était pas une différence significative. Et quand on regardait l'hémorragie sévère du postpartum, on avait de même un taux qui était similaire, autour de 2 et de 2,9% dans les 2 groupes. Quant à la rupture utérine, il y a eu seulement 2 cas de rupture utérine qui survenaient dans le groupe césarienne programmée.
Et là, c'était le résultat. Donc, après ajustement sur les facteurs de confusion, on retrouvait un risque relatif qui était non significatif. Donc, en conclusion, la voie d'accouchement programmée dans le cadre des grossesses gémellaires avec utérus cicatriciel n'est pas associée au risque d'hémorragie du postpartum. Et donc, ça peut être une information à délivrer et à discuter avec la patiente sur le risque de complications maternelles sévères pour pouvoir prendre une décision éclairée quant à la voie d'accouchement programmée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? À nous, alors. Ouais. En pratique, donc ça renforce l'ensemble des données de Jumoda qui plaident à peu près dans tous les modes de résultats, hein, que ce soit sur la morbidité, le devenir néonatal, la morbidité maternelle, etc., sur la tentative de voix basse. Il n'y a pas de doute à ce propos-là. Dans cette étude-là, vous avez choisi de ne pas faire de score de propension, et du coup, la question qui se pose quand on voit une étude observationnelle avec un faible taux de tentative de voix basse, hein, qui est de 200 pour 735, déjà le premier résultat, ce que disait Tiffaine, effectivement, qui est intéressant, c'est de voir le taux de succès de ces voix basses qui est de 67%, et du coup, la conclusion, c'est que parce qu'il y a 67% de succès de voix basse et que ces femmes-là saignent moins haute, au final, le risque hémorragique en cas de TVB, voilà. Mais ces patientes sont sélectionnées. Est-ce que vous avez, est-ce que tu as une diapo sur les critères, les différences cliniques entre Non, là, je n'ai pas la diapo, mais effectivement, un des messages, je pense, qui est important, c'est qu'effectivement, là, on voit que la tentative de voix basse, elle n'est pas du tout proposée à toutes les patientes, mais à un groupe de patientes sélectionnées, et que dans ce groupe de patientes sélectionnées, on a un taux de voix basse qui est tout à fait satisfaisant, qui est quasiment le même que chez les singletons. Donc, je pense qu'un des messages aussi, c'est de ne pas proposer la césarienne, enfin la tentative de voix basse à toutes les grossesses gémellaires utérus-cicatricielles, mais vraiment de faire une sélection en amont. Et oui, je pense qu'effectivement, un des messages, c'est la sélection en amont. Et là, l'intérêt de cette étude, c'est qu'elle est en population, et donc du coup, typiquement, c'est la façon dont les femmes sont sélectionnées en France au moment de l'étude, donc ça, c'est vraiment chouette. Et est-ce que dans les, j'ai peut-être pas été attentif, est-ce que dans les plans césarienne delivery, vous avez exclu, pardon, celles qui avaient une contre-indication à la voix basse, type Prévia? Oui, ça a été exclu. Et les transverses. Mais, et pour répondre au score de propension, du coup, ce qui avait été essayé de faire, c'était un appariement, qui est peut-être ce qui permet le mieux de répondre à cette question. Mais le problème, c'est qu'on n'a que 187 patients. Ça aurait vraiment diminué les effectifs et on aurait un résultat qui n'était pas significatif et un appariement qui n'était pas assez bon. Donc, peut-être avec une autre façon de prendre en compte. Mais voilà, après, ça reste une étude qui a effectivement des effectifs qui sont faibles. Malgré tout, dans cette situation obstétricale, c'est quand même une donnée, des effectifs qui sont importants par rapport aux autres données de la littérature. Et surtout, on a la tentative de voix basse ou la césarienne programmée qui est bien définie, qui n'est pas fait avec du codage. Je me permets, ça se trouve, je renfonce des portes ouvertes, mais comme c'est une session d'interne, peut-être que tout le monde n'est pas hyper familier avec le score de propension. Le score de propension, c'est juste dans une étude observationnelle, s'assurer de la comparabilité initiale des patientes. Ça peut être par un appariement en enlevant les outliers qui avaient vraiment des caractéristiques très particulières, ou en appliquant une pondération. Peut-être vous savez tous déjà ça, vous êtes hyper fort en méthodostat. Et donc voilà, ça consiste juste, quand on a une étude observationnelle, à vouloir se remettre dans les conditions d'un essai randomisé, en soit appliquant une pondération, soit en excluant les patientes qui ont des caractéristiques très très particulières. Donc là, ça n'a pas été possible, ce que nous explique Diane, parce que ça aurait créé un manque de puissance. Et donc du coup, en ayant des critères de non-inclusion ou d'exclusion qui étaient les contre-indications à la voix basse, plus en faisant un ajustement, on essaye de se remettre dans des conditions qui permettent d'interpréter les résultats sans qu'on ait pu faire ça. Il y avait une question dans la salle, j'ai cru voir... Oui. Oui. Oui, ça croise un peu ces remarques. C'est que vous avez calculé une puissance a posteriori parce que ça ne fait pas beaucoup d'effectifs. C'est ma première question. Elle a combien la puissance a posteriori? Non, ça n'a pas été calculé. Parce qu'en fait, ouais. Parce que ça, c'est important comme info. La deuxième, c'est que vous êtes passé très très vite sur les facteurs d'ajustement. Du coup, je n'ai pas eu le temps de lire. Donc ça a été... Ouais. Et parce que du coup, je me demande s'il ne manque pas des facteurs, s'il n'y a pas d'autres facteurs qui interfèrent dans vos résultats. Ah, pardon, c'était une diapo en... Alors du coup, ça a été discuté longuement avec... Soit la peau n'était pas dans la base, mais il y en a, la parité était dans la base. Par exemple, la parité, il y avait quoi? L'âge, l'IMC, la région, l'antécédent, il n'y a pas l'antécédent d'hémorragie, par exemple. Il y a peut-être, dans les tableaux descriptifs, vous aviez peut-être des infos supplémentaires que vous n'avez pas montrées sur ces
Alors du coup, ces facteurs d'ajustement ont été vraiment réfléchis. Il y a eu un DAG qui a été construit, qui était la diapo en plus, mais je ne sais pas pourquoi elle ne passe pas. C'est une diapo masquée. Ouais. Mais effectivement, ça se discute. Après, comme il y a quand même il n'y a que 17 hémorragies, il y a peu de patients, donc ils ont essayé aussi de limiter le nombre de facteurs d'ajustement et de se restreindre vraiment à ceux qui semblaient vraiment pertinents après la construction du DAG. Mais effectivement, c'est d'autres qui se discutent tout à fait. Et ma dernière remarque, c'est pas une question. Je pense que j'aurais fait un arbre décisionnel avec une analyse de sensibilité à 2 variables pour voir si je modifie le taux d'acceptabilité de la voix basse, si ça modifie mes résultats. C'est un outil qu'on n'utilise pas assez, qui modélise le cheminement clinique, et j'aime beaucoup cette démarche-là. C'est une autre manière, c'est de la simulation si vous voulez. Mais oui, après, l'effectif, on peut s'appuyer sur la littérature aussi, hein, mais on peut prendre des résultats ou la base Odipog, par exemple. Merci. Merci. On va continuer avec Clémentine Renaudin. Alors, bonjour à tous et à tous. Je remercie l'organisation du congrès de me permettre de présenter mon travail que j'ai réalisé dans le cadre d'un Master 2 et qui a porté sur la rupture des membranes à terme avant travail, sa prévalence et les facteurs associés à un délai de rupture prolongé. Donc, de quoi parle-t-on ? Selon la définition donnée par le CNGOF, la rupture des membranes à terme avant travail correspond à la rupture spontanée des membranes avant le début du travail, après 37 semaines d'aménorrhée, donc à terme, et sans signe de travail. Il s'agit d'une situation fréquente, autour de 8% selon l'étude de Camus, qui est l'étude la plus citée, mais on voit bien que cette prévalence, elle varie considérablement entre les publications, qui sont de plus peu nombreuses, anciennes et non réalisées en population. On sait également qu'il s'agit de la deuxième indication du déclenchement du travail dans les maternités françaises, ce qui conduit donc à un nombre important d'hospitalisations. Enfin, certaines données montrent que donc, chez ces femmes chez qui va exister un certain laps de temps entre la rupture et le travail spontané, un délai de rupture prolongé pourrait entraîner une morbidité maternelle et néonatale, notamment infectieuse, et qui est non négligeable, et voire même des risques à plus long terme pour le nouveau-né. Les objectifs de ce travail, c'était donc dans un premier temps d'estimer la prévalence de la rupture des membranes à terme avant travail en population, et dans un second temps d'identifier parmi ces femmes les facteurs associés à un délai prolongé de rupture. Et pour répondre à ces objectifs, ont été utilisées les données de l'enquête nationale périnatale de 2021. Juste quelques mots rapidement sur l'ENP. Donc, il s'agit d'une étude transversale, prospective en population. Il y a eu 6 enquêtes qui ont été menées à ce jour avec une méthodologie commune. Et pour l'enquête de 2021, les sources de données, c'était des entretiens individuels et le dossier médical des femmes incluses, ainsi qu'un questionnaire sur les maternités. En 2021, les femmes dans l'ENP, elles étaient au nombre de 13 631, et ce qui correspondait donc à notre population source. De cette population source, on a exclu un certain nombre de femmes pour arriver à notre population d'études. Je ne vais pas tout lister, mais ont été exclues notamment les grossesses gémellaires, grossesses multiples, les présentations fétales non céphaliques et les femmes avec un antécédent d'accouchement par césarienne. Donc ensuite, en termes de méthodologie, il a fallu calculer ce délai de rupture à partir des données qui étaient disponibles dans l'ENP. Et pour le calcul de cette variable, on a trouvé ça plus judicieux de la calculer en fonction du mode de début de travail. Donc pour les femmes qui ont eu un accouchement, un travail spontané, le délai correspondait au temps écoulé entre la rupture et l'entrée en salle de naissance pour l'accouchement. Pour les femmes qui ont eu un déclenchement, c'était le délai entre la rupture et le début du déclenchement. Et enfin, pour les femmes qui ont eu une césarienne avant travail, ça correspondait au délai entre la rupture et la naissance par césarienne.
Ici, je vous présente sans détailler les facteurs étudiés pour le second objectif. Donc, on a utilisé des caractéristiques sociodémographiques, celles qui étaient liées à la santé maternelle et à la grossesse, et puis les caractéristiques des lieux d'accouchement. Pour le plan d'analyse, ce qui est intéressant de souligner, c'est que pour étudier les facteurs associés à ce délai de rupture, on a utilisé une analyse de survie avec un modèle de survie un peu particulier qui s'appelle le modèle de Fanon-Gray et qui permet de prendre en compte les événements qui étaient compétitifs au travail spontané. Donc ici, le déclenchement ou la césarienne avant travail. Ici, le diagramme de flux, une première partie des résultats qui nous permet d'accéder à la prévalence de cette situation. Donc on part de notre population source, les critères d'exclusion dont je vous ai parlé, et on arrive à une prévalence de la rupture des membranes à terme avant travail à 28,2%. Ici, ces deux histogrammes, c'est surtout pour noter qu'il y a 37% des femmes à peu près qui ont eu un délai de rupture inférieur à 6 heures. Et sur l'autre histogramme, on voit que le délai médian de rupture est de 8,3 heures. Concernant maintenant les résultats de l'analyse de survie obtenus par le modèle qui prend en compte les risques compétitifs, en analyse multivariée, on voit que l'âge maternel de plus de 35 ans, la nulliparité, les IMC supérieurs à 25 et supérieurs à 30, et ainsi qu'un niveau d'étude faible, sont des facteurs qui sont associés à un délai de rupture prolongé. On ne retrouve pas d'association avec l'index de précarité et le type de maternité. Donc en synthèse, les résultats à retenir, c'est que la rupture des membranes à terme avant travail concerne plus d'un quart des femmes, avec une prévalence de 28,2%, que parmi ces femmes, on note 20% qui ont eu un délai de rupture supérieur à 24 heures et 5% avec un délai de rupture de plus de 48 heures. Et enfin, être âgé de plus de 35 ans, être nullipare, en surpoids ou obèse, ou avoir un faible niveau d'éducation sont des facteurs qui sont associés à un délai de rupture prolongé. L'effort de cette étude, c'est qu'il s'agit de la première étude estimant la prévalence de cette situation en population. Les données étant issues de l'ENP, ça permet d'avoir un effectif important avec une échelle d'enquête nationale des données fiables et récentes. Et enfin, l'utilisation du modèle du survie est adaptée puisque notre événement d'intérêt, donc le travail spontané, était sujet à des événements compétitifs. Quelques limites à souligner. En fait, les données qu'on a, elles agrègent des pratiques cliniques hétérogènes et on ne sait pas si les déclenchements ou les césariennes de femmes qui ont présenté une rupture des membranes à terme avant travail sont le fruit d'un protocole de service ou si ces décisions étaient prises devant un contexte clinique particulier. Ça implique un biais d'indication. Et enfin, l'ENP n'était pas construite pour répondre à ces questions. Et donc, notamment, on a été contraint d'utiliser des approximations pour le début du travail. En conclusion, cette étude, elle nous apporte des informations supplémentaires à délivrer aux femmes qui se présentent avec une rupture des membranes à terme avant travail, avec une discussion possible autour de leur prise en charge selon leurs caractéristiques, bien que, évidemment, d'autres travaux doivent être menés afin d'établir une prise en charge optimale. Et ça permet d'identifier des groupes à risque qui pourraient être intéressants de prendre en compte dans des futurs protocoles de recherche. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Cet exposé qui était très clair. Et est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, s'il vous plaît. On reste sur des statistiques de haute volée. J'apprécie la qualité de ces présentations de cette session d'interne matinale. Je vous remercie. Bonjour. Je suis d'Alger. Donc, comme je suis légèrement arrivée en retard, moi, je voulais vous demander quels sont les critères qui ont déterminé le début du travail. Sur quelle base? Deuxième question, vous avez traité juste le travail, le déclenchement du travail ou bien travail spontané? C'est des questions que je ne sais pas si elle en a répondu. C'est parfait parce que le critère de jugement principal, de toute façon, les délais que vous avez définis, c'est hyper intéressant de discuter ça. J'imagine que c'est le fruit de votre travail oui, tout à fait. Je peux remettre la si diapo. je me permets de poser, moi j'avais aussi une question à ce propos. Vous avez choisi de censurer, enfin, en tout cas de considérer l'arrêt de la survie quand il y avait soit l'entrée en salle de naissance pour le travail spontané, le début du déclenchement ou la naissance. Le fait est que quand on parle de délai de rupture, en fait, fatalement, pour une femme qui va entrer en travail spontané ou débuter une maturation, si c'est une primipare,
ce travail va être plus long que si c'est une multi, et donc du coup ce délai de rupture va être d'autant plus long. Et donc du coup ce choix il est hyper partisan, mais il faut que vous qu'on en discute. Oui, donc merci pour votre question. Pour répondre, du coup, c'est difficile déjà d'estimer le début du travail. Dans la littérature, on parle d'une dilatation de 3 cm. Donc, on n'avait pas la donnée dans l'enquête de l'heure exacte du début de travail. Donc, on a décidé de prendre ces définitions-là. Donc, pour un travail spontané, l'entrée en salle de naissance. Et puis, pour le déclenchement et pour la césarienne, le début du déclenchement et la naissance par césarienne, puisqu'on ne peut pas savoir, voilà, on peut pas avoir plus d'informations. Après, en ce qui concerne les nullipares et les multipares, oui, non, pardon, la question c'est pourquoi ne pas avoir choisi la naissance? C'est-à-dire que comment vous êtes... Parce qu'on aurait pu prendre la naissance et donc du coup on aurait eu l'intégralité de la durée de la rupture, depuis la rupture jusqu'à la naissance. Parce qu'en fait on voulait vraiment travailler sur cette notion de rupture avant travail. Et donc prendre en charge, si on avait calculé la naissance, en fait on aurait eu la durée de l'ouverture de la poche des os, qui n'est pas vraiment la variable auquel on voulait s'intéresser. Dans le NP, vous avez précisément la durée de rupture avant l'admission? Oui. On a la durée de la rupture, que ça soit au cours d'un travail, avant le travail, ou au cours de la césarienne. Et donc, du coup, moins de 6 heures, vous avez quand même considéré que c'était des ruptures prématurées des membranes? Oui, en fait, le délai minimum pour être considéré RPM à terme, c'était? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pour ça. Même 20 minutes, c'est une rupture prématurée avant terme. C'est intéressant. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Oui. Voilà. Mais finalement, plus on attend et moins, en gros, on a quand même de ruptures prolongées. Elles se mettent en route globalement. Et après, c'est vrai que c'est intéressant finalement de vouloir adapter nos pratiques aux caractéristiques finalement des femmes. Je pense qu'on en est tous là, de toute façon, quand on décide des choses. Donc c'est très intéressant finalement. Donc plus de 35 ans, un IMC à 30 et une nullipare, peut-être que elles ont beaucoup plus de risques que ça dure longtemps. Comment a été construit votre index de précarité? Parce que vous dites que l'absence de niveau d'études ou un niveau d'études faible, et vous avez ajusté à la fois sur le niveau d'études et l'index de précarité, il doit être un tout petit peu collinaire, non? Parce que si dans l'index de précarité, il y a l'absence d'emploi, je ne sais pas si ça... Oui, il y a l'absence d'emploi, mais il n'y a pas le niveau d'études. Je crois que j'ai Enfin, je ne sais pas si vous avez testé ça, mais probablement il doit y avoir un lien entre l'absence d'avoir eu des études supérieures et l'absence d'emploi. Je ne sais pas si c'était opportun d'ajuster sur les deux, parce que vous dites que l'index de précarité n'est pas significatif, mais comme on a déjà ajusté sur le niveau d'études, il y a un mode de déprivation, même si c'est un peu moins construit. Et du coup, en discussion, est-ce que vous avez des pistes d'explication sur le niveau d'études? Ouais, parce que moi, ça me... non. Est-ce que c'est le recours aux soins qui se fait à un moment différent de la rupture, parce que les gens ont moins de littératie en santé? Est-ce que c'est quelque chose comme ça qui joue? Oui, dans la littérature, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, mais oui, pour rebondir sur votre remarque, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, parce que du coup, on prend la rupture, on n'a pas de délai minimum. Après, on a fait, je n'ai pas pu présenter là, mais on a fait une analyse de sensibilité sur 6 heures et sur 12 heures. 6 heures, on a considéré comme ça qu'on ne prenait pas en compte les femmes qui se mettaient en travail spontané, puisqu'on n'avait pas les données sur les contractions utérines. Et puis 12 heures, parce que c'est le délai recommandé par les pédiatres pour introduire l'antibioprophylaxie. Et vous aviez des résultats similaires? Oui. Ouais. Merci beaucoup. On va continuer du coup avec Laurent Gaucher. Je pense que c'est lui. Pardon, j'ai raté quelqu'un. Sarah Tebeka, pardon, je suis désolée. Ah oui, pardon, on a une liste qui n'est pas à jour. Pardon. Excusez-nous. Pas de souci. Bonjour à tous. Donc, je suis effectivement pas tout à fait dans le ton, puisque je suis psychiatre. Et en ayant regardé un peu l'ensemble du congrès, je crois que je suis vraiment la seule, donc un peu ovni, mais je suis vraiment très contente de vous présenter les données de l'ENP sur la santé mentale des femmes en postpartum, parce que je crois que c'est vraiment un sujet central, donc j'espère vous convaincre de ça. Je travaille actuellement à Santé publique France et je suis psychiatre à l'hôpital Louis Mourier à Colombes, en banlieue parisienne. Donc, pour vous donner quelques chiffres et ancrer les choses, la dépression du postpartum, donc quand on parle de dépression du postpartum, on parle de maladie, concerne 10 à 20% des femmes, ce qui en fait donc la complication la plus fréquente de l'accouchement. L'anxiété dans le postpartum concerne 15 à 22% des femmes et les idées suicidaires sont présentes chez 7% des femmes en postpartum. Donc je ne sais pas si vous aviez déjà des notions de ces chiffres, mais je pense qu'ils sont déjà un peu édifiants et on peut même presque s'arrêter là sur la présentation, mais je vais quand même aller un peu au-delà.
Je vais aller au-delà pour vous dire pourquoi est-ce que c'est important de s'intéresser à ces manifestations. Parce que ça a des conséquences sur la mère et sur l'enfant. Sur la mère, il y a un risque suicidaire qui est augmenté. On sait que le suicide maternel est une des premières causes de mortalité maternelle en France comme à l'international. Il y a un risque de récurrence au cours de la vie, que ce soit d'une récurrence au cours d'une grossesse ultérieure ou dans la vie de façon générale, et donc d'entrer dans une maladie chronique, qu'il s'agisse d'un trouble unipolaire récurrent, c'est-à-dire des dépressions qui vont revenir, ou d'un trouble bipolaire. Il y a également des conséquences pour le bébé, avec des troubles des interactions précoces. Quand on a une femme qui souffre psychiquement, bien entendu, elle est plus difficilement dans une interaction sécurisante avec son enfant, qui va avoir pour conséquence un trouble du développement de l'enfant, qui soit social, cognitif, émotionnel. Et on va retrouver chez ces enfants, quand ils vont grandir, davantage de troubles psychiatriques à l'adolescence et à l'âge adulte. Donc je pense que déjà, cette diapo est vraiment essentielle, et si vous repartez juste avec ces infos-là, ce sera formidable. Compte tenu de donc, la fréquence et de l'impact délétère à court, moyen et long terme pour la mère et pour l'enfant de ces manifestations, on a eu pour objectif d'évaluer à 2 mois postpartum la fréquence en France hexagonale de ces manifestations à partir donc, des données de l'ENP qui vous ont été présentées juste avant. Donc on s'est attaché à l'échantillon des femmes, donc il y en avait 7133 qui avaient répondu aux 2 mois, donc la spécificité de l'ENP 2021 et qui a eu une évaluation des femmes à 2 mois postpartum, au cours de laquelle un questionnaire de dépistage a été passé qui s'appelle le PDS. D'un point de vue très pratique, il y a eu une pondération pour prendre en compte la non-réponse au questionnaire 2 mois et de façon à rester représentatif des femmes accouchées au printemps 2021, inclus dans l'ENP 21. Donc le questionnaire en question, il s'agit de l'EPDS ou échelle d'Édimbourg, qui est un auto-questionnaire de 10 questions, qui est un questionnaire très simple, qui est bien validé, bien connu. La littérature nous indique différents seuils d'utilisation. C'est un score sur 30. On nous dit que quand le score est entre 10 et 13, on est face à des femmes qui présentent une symptomatologie dépressive. Supérieure ou égale à 13, on est très vraisemblablement face à un épisode dépressif, donc une maladie dépressive, une dépression du postpartum. À partir de l'EPDS, on peut utiliser des sous-scores qui sont validés également, en particulier l'EPDS 3A, donc à partir de 3 questions parmi les 10, et qui nous permet, avec le score supérieur ou égal à 5, de caractériser une anxiété. Et enfin, la question 10, il m'est arrivé de penser à me faire du mal, permet d'aborder les idées suicidaires. On a considéré qu'elles étaient présentes quand il y avait autre chose que jamais de la vie, et qu'elles étaient fréquentes quand les femmes avaient répondu parfois ou très souvent. Je n'ai pas précisé, mais les symptômes qui sont évalués par le PDS sont évalués au cours de la semaine précédente. Donc sur les résultats, la prévalence en France hexagonale de la symptomatologie dépressive était de 12,6%, donc de femmes qui avaient un score intermédiaire, encore une fois. La dépression du postpartum, donc encore une fois, la maladie dépressive concernait 16,7% des femmes incluses dans l'ENP. Je me permets de marquer une petite pause pour que vous encaissiez la nouvelle. On a ensuite fait des déclinaisons régionales. On voit qu'il y a une disparité sur le territoire, avec en particulier le centre Val-de-Loire et la région PACA qui sont significativement plus marqués par la dépression. Pour ce qui est de l'anxiété, on retrouvait 27,6% des femmes qui présentaient une anxiété. Donc là encore, plus d'un quart des femmes qui présentent une anxiété pathologique selon le PDS 3A, avec là encore une disparité régionale, et on retrouve malheureusement les mêmes régions qui sont plutôt plus à risque de présenter des manifestations psychiatriques. Les comparaisons au niveau régional, elles sont faites par rapport à la moyenne hexagonale. Et enfin, sur les idées suicidaires, donc elles sont présentes chez 5,4% des femmes. Donc il y a 5,4% des femmes qui ont répondu à l'EPDS, qui ont dit autre chose que pas du tout, j'ai pas eu d'idée suicidaire du tout, j'ai pas pensé à me faire de mal du tout au cours de la semaine passée, et fréquente dans 2,7% des cas. On n'a pas fait de déclinaison régionale parce que les effectifs ne le permettaient pas. Donc si on a un tableau un peu plus général, on a près de 70% des femmes incluses dans le PDS, qui ont répondu à l'EPDS à partir de l'ENP, qui n'avaient aucune manifestation psychiatrique. Et on voit qu'il y a un overlap, qu'il y a une coexistence de ces manifestations qui est très importante. On peut quand même noter que pour les femmes qui sont anxieuses, il y a en gros la moitié qui ne sont que anxieuses, entre guillemets, et l'autre moitié où il y a à la fois anxiété, dépression, voire même idées suicidaires de façon coexistante. Si on met un peu ces données en perspective avec la littérature, donc comme je vous l'avais dit en introduction, la littérature internationale retrouve la dépression du postpartum chez 10 à 20% des femmes, donc on est vraiment dans les clous. Quand on regarde les données françaises, il y a l'étude ELF
qui repose sur des femmes qui ont été incluses en 2011, donc il y a 10 ans, avec une prévalence qui était moindre, alors qu'on avait un seuil qui était à ce moment-là moins exigeant. Donc plutôt quand même des différences. Et il y a l'étude IGDEP, qui est une étude multicentrique mais francilienne, et qui est basée sur un diagnostic clinique, donc avec probablement un diagnostic qui est plus stringent, avec une prévalence moindre également, et des femmes incluses entre 2011 et 2016. Sur l'anxiété, on a des chiffres qui sont plutôt un peu supérieurs aux données de la littérature internationale, un peu inférieurs à la seule étude française qui a utilisé le PDS-3A. Et on retrouve, et c'est ce qu'on retrouve également dans notre étude, que l'anxiété peut être seule ou comorbide de la dépression. Enfin, sur les idées suicidaires, on est plutôt un peu en dessous des chiffres de la dernière méta-analyse qui rapportait qu'ils étaient présents chez 7% de la population. Les méta-analyses, bien sûr, utilisent des méthodes assez diverses. Et en particulier, là, on est vraiment sur des chiffres sur la dernière semaine. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont extrêmement marquants. Et je rappelle que l'existence d'idées suicidaires est le principal facteur de risque de passage à l'acte suicidaire. Quelques limites tout de même. Le PDS est un outil de dépistage et pas un outil de diagnostic. Donc, évidemment, il y a quelques limites à ça. Il s'agit d'un échantillon transversal. Et puis, c'est des données qui émanent d'une période où on était en pleine crise sanitaire. Et donc, il faudra bien sûr revoir ces chiffres quand on sera à distance, si un jour on est à distance de cette période-là. Et les travaux en cours sont d'essayer d'évaluer les déterminants, les facteurs de vulnérabilité chez ces femmes qui présentent des manifestations psy, et puis de voir un peu ce qui se passe un peu au décours, puisqu'il y a Epiphan et une extension qui va permettre de suivre les femmes à 6 mois et à 1 an. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Ce topo, qui depuis la publication par Catherine de Notaro de l'enquête sur la mortalité maternelle, qui nous a montré que les considérations psychiatriques sont au premier plan du pronostic des femmes quand on prend les bonnes définitions de mortalité. Je suis désolé, on fait tout le temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Est-ce que vous pensez aussi analyser les pratiques, finalement, notamment les pratiques des soignants, donc nos pratiques en salle de naissance ou autres, et leur impact éventuel sur la... Oui, c'est sûr qu'il y a ce volet-là qui va être évalué. Là, le premier travail qu'on fait, c'est on regarde un peu une photo globale des femmes qui présentent une dépression. Et avec, alors je ne sais plus si je vous ai mis les données. Je vous présente des données tout à fait off. Mais en gros, ce qu'on retrouve de façon globale, c'est qu'il y a des facteurs liés à la mère avec des données socio-démo, les facteurs psy avec le fait qu'il y ait des manifestations psy au cours de la grossesse. Et ça, c'est un facteur très important et qui, je pense, effectivement, retrouve vos pratiques. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que le facteur le plus important dans le modèle multivarié, le plus complexe, disons, c'est le fait qu'il y ait de la tristesse ou de l'anédonie, donc la perte de plaisir au cours de la grossesse. Donc c'est deux questions vraiment bêtes comme chou à poser, et c'est avec un ordre ratio à 3,5 pour la dépression. Donc vraiment un facteur majeur. Des facteurs obstétricaux, avec en l'occurrence les variations de poids qui étaient importantes, les hospitalisations pour hypertension ou MAP, et puis le mode d'accouchement qui ressortait avec la voix basse instru, et puis des facteurs liés à l'enfant et la santé de l'enfant globalement. Après, il y aura des travaux un peu... Donc là, c'est vraiment un truc très exploratoire, où on va regarder de façon très large. Et après, il y a des travaux qui sont prévus sur des données très particulières, à la fois de santé maternelle. Et Lola, qui n'a pas pu venir, va travailler sur l'anémie en particulier, et sur les pratiques aussi des soignants, sur la gestion de la douleur. Il y a un travail qui est en cours sur la gestion de la douleur au moment de l'accouchement. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire sur la question, mais effectivement aussi sur les pratiques. C'est bien, vous répondez à ma question avant que je la pose. C'était anémie et patiente extrêmement douloureuse pendant l'accouchement. Voilà, c'est clairement des données hyper importantes qui vont faire l'objet de travaux très spécifiques. Là, c'est les patientes avec donc un EPDS anormal ou en dessous du seuil. Est-ce que vous connaissez, est-ce qu'on a une idée de la part de ces femmes qui avaient été identifiées par des cliniciens qui ont eu un EPDS qui était à 12-13 ? Alors non, ça on ne l'a pas. Ce qu'on a, c'est est-ce qu'elles ont rencontré quelqu'un pour des difficultés psychologiques au cours de la grossesse, et que ce quelqu'un, on sait qui c'est. C'est-à-dire on sait si c'est la sage-femme, le gynéco, le med-g, le psycho, le psychiatre. Et on a une proportion de ces femmes avec un EPDS anormal qui... J'ai pas en tête les... On l'a regardé, mais j'ai plus en tête les chiffres. Carrément, ouais. Absolument. Comment vous avez géré du coup ces questionnaires, notamment quand il y avait un risque Du coup, c'est vous qui les receviez, ces questionnaires?
Alors pas du tout, hein. Le maternité. PDS, le NP, moi je gérais rien du tout, je gère les datas derrière. Ce qui a été fait, c'est que les femmes avaient juste une information comme quoi elles avaient un score élevé, mais ça s'arrêtait là, il n'y avait pas du tout d'intervention derrière. Merci beaucoup. Merci. Cette fois sans erreur, le docteur Gaucher. Et bonjour à tous, merci de me donner l'opportunité de présenter quelques-uns de mes travaux. Donc vous avez dit docteur, je ne suis pas médecin, hein, j'ai une thèse mais pas en médecine. Je suis docteur quand même, oui, professeur assistant à Genève et sage-femme à Lyon, donc enseignant-chercheur la semaine et sage-femme en salle de naissance le week-end. Et je viens vous présenter un travail qu'on a mené à la demande de la sécurité nationale, la sécurité sociale, française. Et donc là, vous avez la société qui a fait l'analyse et les membres de la sécurité sociale. Donc voilà, pour moi, je n'ai pas de lien d'intérêt, encore moins de conflit a priori. Donc le contexte, bon, il a déjà été un peu brossé, donc c'est parfait pour l'enchaînement. Vous connaissez maintenant la problématique quand même du postpartum, qui est importante dans nos pays à haut niveau de revenus. Et on se pose, bon, bien entendu, des questions sur la durée de séjour aussi en maternité après un accouchement. La France est le pays encore avec la durée de séjour en maternité qui est la plus élevée en Europe de l'Ouest. Et au-delà de ça, on se pose la question sur le suivi ensuite à la maison postnatale. On sait qu'il y a un intérêt à limiter la durée des séjours pour limiter notamment les infections nosocomiales. Les femmes, on sait qu'elles sont quand même mieux chez elles, elles dorment mieux, elles vont mieux, il y a moins d'infections nosocomiales, ça on le sait, il y a de la littérature là-dessus. Mais après, tout dépend du suivi. Donc moi j'ai fait mes études et j'ai travaillé pendant plus de 10 ans en France. Maintenant je suis en Suisse. À Genève, les primipares, elles ont 15 visites par une sage-femme pendant les 2 premiers mois. Vous allez dans certains pays comme les Pays-Bas, il y a même une femme qui vient aider à faire le ménage, à s'occuper des précédents enfants, à faire les courses. Et pendant une semaine, tous les jours, elle est là pour aider. Donc, c'est pas tout à fait ça qu'on a en France, vous avez remarqué. Il y a eu le programme de retour à domicile de la sécurité sociale, donc le PRADO, parce qu'il y a des recommandations qui datent de la Haute Autorité de Santé de 2014 qui ont dit que les femmes, elles devaient avoir une visite. Toutes, elles devaient avoir une visite quand elles rentraient à domicile. Et deux visites normalement même dans les 15 premiers jours et au moins une pendant la première semaine, suivant si elles sortaient précocement ou pas. Ça n'a pas bien marché. Il y a le PRADO qui était là pour lancer les choses. Donc là, sur cette étude-là, on n'a pas du tout évalué sortie précoce versus sortie standard. On est simplement sur est-ce que le PRADO, c'est-à-dire le fait d'avoir un agent de la sécurité sociale qui est dans les maternités, qui est là pour prendre un rendez-vous pour les femmes, au lieu que ce soit nous, soignants, qui disons simplement aux femmes « allez voir votre sage-femme, c'est important », mais là, il y a vraiment un agent de la sécurité sociale qui prenait rendez-vous pour elles avant qu'elles partent. On a voulu voir si ce programme-là avait eu un intérêt. Parce que le financeur de cette étude, vous l'avez compris, c'est la sécurité sociale. Donc voilà l'objectif. Donc là, on a fait le fameux score de propension qui tient à cœur à nos modérateurs. On est parti de la base SNDS, donc, qui permet d'avoir plus de 99% de la population française. Et notre idée, c'était de voir si le fait d'avoir ce programme donc de prise de rendez-vous pour le postpartum par des agents de la sécurité sociale, donc ce programme PRADO, est-ce que ça incluait sur la morbimortalité? Alors plutôt la morbidité que la mortalité, je vous l'avoue. Qu'au départ, sur la période de l'étude, on avait un peu plus de 2 millions de personnes. Alors avec le score de propension, on a grandement réduit parce qu'on a exclu toutes les femmes déjà à haut risque. On a voulu reprendre qu'une population à très bas risque obstétrical qui aurait pu être inclus finalement dans ce programme par PRADO. Et on a commencé en 2017, à l'époque où à peu près la moitié des maternités françaises avaient ce programme PRADO dedans. Donc on a pu comme ça avoir un peu plus d'1 million, quasiment 1,3 million femmes, donc 650 000 dans chaque groupe, certaines qui ont bénéficié de ce programme et d'autres où en fait c'était les recommandations de la HAS, donc on leur disait, on était censé leur dire en tout cas, voyez quelqu'un dans le postpartum, prenez rendez-vous avec une sage-femme. Et puis on a essayé de voir leur parcours sur 1 an, de ces 1,3 million de couples mère-enfant, on va dire. Donc le score de propension nous a permis d'avoir deux groupes assez homogènes. Je ne reviens pas dessus. On n'est pas tout à fait sur une étude en population, parce qu'encore une fois, on est vraiment sur des femmes à bas risque.
C'était un choix de notre part. Alors déjà, la première conclusion, c'est que ça sert à quelque chose d'avoir quelqu'un qui est là que pour prendre des rendez-vous. Vous voyez qu'à une semaine, 95% des femmes qui étaient dans le groupe Prado ont bien eu une visite par une sage-femme à domicile, alors qu'il n'y en avait que la moitié, que 50% dans le groupe non Prado. Je rappelle que les recommandations, elles datent de 2014, où toutes les femmes devraient bénéficier de ça. On s'est dit que peut-être que ça allait été compensé, ces visites qui n'avaient pas été faites par des sages-femmes, qui n'étaient pas été à domicile, par des visites en cabinet, et notamment chez leur médecin. Et en fait, non, on n'a pas plus de consultations chez le gynéco, chez le médecin généraliste, chez les femmes qui n'ont pas bénéficié du Prado. Si on regarde la mortalité, on était encore une fois sur des populations à très faible risque, donc un taux de mortalité heureusement très faible. Je n'ai pas les causes de décès, mais c'est certain que le suicide est une part importante de ces décès. La mortalité néonatale, on l'a regardée que sur les 28 premiers jours, et là aussi on a des taux qui sont faibles, qui correspondent à ce qu'on s'attendait, et il n'y a pas de différence significative entre nos deux groupes. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder finalement sur les hospitalisations et les consultations en urgence. Alors là, ça peut paraître faible, mais en fait, en termes d'effectifs, c'est quand même important. Et on a des réductions aussi bien chez les consultations en urgence que sur les hospitalisations pour les mères et pour les enfants, de plus de 10% à chaque fois de réduction. Donc ça, après, c'est pour les enfants. Et vous vous doutez, on a... Alors oui, une autre question qu'on s'est posée, c'était de savoir finalement pourquoi est-ce que les enfants étaient réhospitalisés derrière. Alors on se base sur la CIM10, les données qu'on a dans ces bases de données du SNDS. Donc ce n'est pas des données cliniques à proprement parler, mais on voit en tout cas que sans doute on a moins d'hospitalisation pour des troubles d'infection, hyperthermie et aussi la bronchiolite, mais on a peut-être un petit peu plus de problèmes au niveau de l'alimentation. Et donc on peut se poser des questions sur l'accompagnement de l'allaitement à domicile ou autre qui a peut-être besoin d'être renforcé. Mais c'est globalement des données très rassurantes sur le fait qu'il y a un intérêt important aussi bien clinique que économique à finalement proposer ce suivi à domicile, parce qu'on a estimé qu'on économisait en réduisant les hospitalisations et malgré le surcoût de ces consultations. Donc on a calculé qu'à chaque fois qu'une femme avait une visite à domicile, bien entendu, ça coûte de l'argent à la société, mais on économise parce qu'il y a moins d'hospitalisation et moins de consultations en urgence. Et au final, on estime l'économie totale. Alors, la Sécurité sociale n'a jamais voulu qu'on publie le chiffre du coût du Prado, mais il est bien inférieur à 123 € par femme. Et on estime que le Prado généralisé sur la population française, sur les 800 000 naissances en France, permettrait d'économiser plus de 90 millions d'euros par an. Donc ça a un intérêt aussi pour la société, en plus de l'intérêt sur la morbidité pour les mères et pour les enfants. Et des données que je n'ai pas présentées, mais on a aussi évalué les consultations chez les psychiatres, et on voit que les femmes qui ont bénéficié de ce suivi postnatal ont aussi moins de consultations chez le psychiatre. Donc on espère lié à un meilleur état, mais c'est pas des données cliniques, encore une fois. Voilà, merci pour votre attention. S'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Non, on n'a pas du tout regardé. Par contre, un autre élément que je peux vous apporter, c'est qu'avec la Covid, on s'est arrêté. Donc on n'a d'ailleurs pas fait le suivi pendant 1 an sur la dernière année parce que la Covid est arrivée. On s'est dit que ça allait complètement changer les problématiques de réhospitalisation, de consultation en urgence, etc. Mais on s'est aperçu par contre que le Prado a été arrêté pendant la période Covid. C'est-à-dire que les agents de la Sécurité sociale ont été réaffectés au fait de faire le screening et le suivi des contaminations à la Covid. Et pour autant, le suivi à domicile s'est poursuivi, c'est-à-dire que le fait d'avoir lancé la dynamique a été intéressant. Mais pour ce qui est des analyses un petit peu en sous-groupe et de voir primi versus multi, ça, c'est pas des analyses qu'on a faites.
Alors voilà, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'avec la Covid et la pandémie, le fait que la sécurité sociale s'est rendu compte que finalement, maintenant que les professionnels étaient lancés, le job se faisait bien et les femmes... C'est ce qu'ils nous disent. Alors il faudrait peut-être refaire l'étude maintenant pour revoir. Moi, je suis sur des données qui sont avant la pandémie. Et quand on dit à la Sécu, voilà, c'est super, et où on en est, non, mais en fait, maintenant, on s'aperçoit que ça continue, sans nous. Mais... Non, et puis c'est un job impressionnant pour les cadres, l'encadrement, puis nos sages-femmes au quotidien, de trouver finalement un réseau derrière pour prendre en charge ces femmes. Donc non, je pense que... Et puis c'est surtout la problématique des femmes les plus précaires. C'est-à-dire que je pense que malheureusement, celles qui ne voient pas de sage-femme à domicile sont celles qui sont le plus précaires et pour lesquelles cette aide est la plus nécessaire. Le risque psy, c'est-à-dire que la dépression, c'est aussi des femmes qui ne sont pas précaires. C'est-à-dire que le fait, je trouve plus sensibilisé à orienter les femmes qui ont un faible niveau de ressources vers une structure de soins, alors que les femmes qui ont en apparence de la gestion vont être moins sollicitées pour ça. Et en fait, du coup, on confond parfois le social et le psychologie, psychiatrie. Et du coup, on n'assiste pas à ces femmes-là qui sont aussi vraiment des femmes à risque mental. L'intérêt, c'est vraiment de montrer en tout cas que les femmes à très bas risque, nous, encore une fois, on a sélectionné une population à bas risque, il y a un intérêt à faire de la prévention, même chez les femmes qui sont à bas risque. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça diminue même le recours aux urgences. Et donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un praticien qui va juste alerter, faire un message d'alerte et orienter vers les urgences, c'est vraiment une prise en charge à domicile. Donc, ça justifie en plus la fuite des sages-femmes de l'hôpital pour qu'elles puissent aller assister les femmes. Alors, en même temps, c'est étonnant que le taux de réhospitalisation pour problèmes de déshydratation, réalimentation et tout ça soit pas modifié parce que tu donnes un effet sur le côté infection. Et par contre, on imagine qu'une sage-femme qui passe va aider à l'allaitement, va aider à la prise en charge du bébé. Oui, là on est sur des effectifs, heureusement les nombres d'hospitalisations sont faibles, donc même si on a 1,2 million de personnes, vous voyez qu'on a finalement 60 hospitalisations en plus pour des problèmes de déshydratation, et puis on a dû mélanger différents codes SIM10, donc c'est des données qui sont sujettes à discussion. Merci beaucoup. On continue avec Ariel Bokobza. Bonjour à tous, je suis Ariel Bokobza, interne en gynécologie obstétrique au CHU de Saint-Étienne. Je vais aujourd'hui vous présenter une étude concernant la morbidité néonatale selon la voie d'accouchement chez les enfants avec un petit poids de naissance. Il s'agit d'une étude multicentrique de cohorte historique. Selon les définitions du CNGOF, un petit poids pour l'âge gestationnel est défini comme un poids in utero ou à la naissance inférieur au 10e percentile. Selon le dernier rapport de l'enquête nationale périnatale de 2021, cela concerne environ 10% des naissances en France. De nombreuses études ont montré que ces nouveau-nés sont plus fragiles, avec une augmentation des risques d'anomalies de rythme durant le travail et une augmentation des risques d'acidose métabolique ou d'asphyxie néonatale. Nous nous sommes donc demandé s'il existait une voie d'accouchement optimale pour ces fœtus de petit poids et si la césarienne programmée était protectrice. En effet, à ce jour, aucune recommandation française n'est donnée sur un mode d'accouchement optimal chez ces enfants de petit poids. L'objectif principal de notre étude est donc d'évaluer si la césarienne programmée est associée à une réduction de la morbidité et mortalité néonatale chez les enfants nés avec un poids de naissance inférieur au 10e percentile. Nos analyses secondaires visent à évaluer la morbidité néonatale selon la voie d'accouchement en fonction de l'âge gestationnel à la naissance et en fonction de la sévérité du PAG. Enfin, en cas d'accouchement voie basse, nous souhaitons évaluer si l'induction du travail est associée à une augmentation de la morbidité néonatale chez ces enfants de petit poids. Pour cela, nous sommes partis de la base de données périnatale nationale de l'Association française ODIPOG et nous avons inclus les nouveau-nés avec un poids de naissance inférieur au 10e percentile, dont les mères avaient accouché à plus de 34 semaines d'un seul bébé en présentation céphalique. Il s'agit donc d'une étude française, multicentrique, de cohorte historique. La base de données ODIPOG recense à ce jour environ 1 million de grossesses et 1 million de naissances entre 2000 et 2017. Nous avons exclu les naissances avant 34 semaines, les grossesses multiples, les présentations non céphaliques, les morts fœtales in utero ou interruptions médicales de grossesse, bien sûr les poids de naissance supérieurs au 10e percentile, et les nouveau-nés dont le poids ou l'âge gestationnel de naissance n'était pas connu.
Au total, nous avons inclus 74 815 nouveau-nés avec un poids de naissance inférieur au 10e percentile. Parmi les PAG inclus dans notre étude, nous avons comparé en intention de traiter ceux nés par césarienne programmée et ceux dont la voie basse était acceptée. Nous remarquons que nous avons une majorité d'accouchements voie basse. Parmi ces accouchements voie basse, nous avons donc comparé ceux dont les mères avaient eu recours à un déclenchement du travail et ceux dont le travail était spontané, toujours en intention de traiter. Le critère de jugement principal de notre étude est une variable composite de morbimortalité néonatale comportant la réanimation en salle d'accouchement et ou le décès en salle d'accouchement ou dans le postpartum immédiat et ou le transfert dans une unité de soins intensifs néonatal. Nous avons relevé des résultats statistiquement significatifs dans les caractéristiques de notre population étudiée. C'est pourquoi nous avons réalisé une analyse multivariée afin d'ajuster nos résultats sur ces potentiels facteurs de confusion. Donc, pour répondre à notre objectif principal, nous remarquons que la morbidité et la mortalité néonatale est plus élevée dans le groupe césarienne en comparaison au groupe accouchement voie basse, avec un critère de jugement principal retrouvé dans 26,7% des cas dans le groupe de césarienne programmée. Néanmoins, après ajustement avec les facteurs de confusion, nous ne retrouvons pas de différence statistiquement significative. C'est pourquoi nous avons été un peu plus loin et nous avons stratifié sur l'âge gestationnel à la naissance et la sévérité du PAG. Et là, on remarque que la morbidité et la mortalité néonatale augmentent en cas de césarienne programmée lorsque l'accouchement a lieu avant 39 semaines et lorsque le PAG est sévère. Au vu de ces premiers résultats, la césarienne programmée ne permet pas de diminuer la mortalité et morbidité néonatale. C'est pourquoi nous avons comparé parmi les accouchements, les tentatives de voie basse, la morbidité et la mortalité néonatale en fonction du mode de début de travail. Et là, nous ne retrouvons pas de différence statistiquement significative entre ces deux groupes. En stratifiant sur la gestationnelle à la naissance et la sévérité du PAG, aucune différence statistiquement significative n'a été mise en évidence entre ces deux groupes. Cette étude était pertinente pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études à ce sujet dans la littérature. Et enfin, c'était une étude multicentrée avec un grand effectif, ce qui permettait d'avoir une bonne représentativité de la population générale et ayant pris en compte des facteurs de confusion et des facteurs pronostiques cliniquement pertinents. Une des limites que l'on peut soulever concernant notre étude est le fait qu'elle ait été réalisée sur les petits poids de naissance, qu'ils aient été suspectés ou non in utero. C'est pourquoi une étude similaire est en cours, mais cette fois-ci sur une population d'études concernant les PAG suspectés in utero. Pour conclure, la césarienne programmée n'est pas protectrice chez les nouveau-nés présentant un petit poids de naissance. Elle augmenterait même la morbidité et la mortalité néonatale lorsque l'âge gestationnel est précoce et que le retard de croissance est sévère. La voie basse semble donc à privilégier. La mortalité et la morbidité néonatale ne sont pas différentes selon le mode de début de travail et un déclenchement du travail peut donc s'envisager au cas par cas chez ces nouveau-nés, ces enfants de petit poids. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé qui était très clair. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Juste une question, mais j'ai peut-être pas bien compris. En fait, dans la population, vous avez pris tous les fœtus PAG selon Odipog, mais est-ce que du coup, dans la population PAG, vous avez mélangé RCIU, PAG connu et PAG non connu? Alors c'est pour ça, oui, on a pris toute la population PAG avec un poids inférieur au 10e percentile, ce qui du coup incluait effectivement les retards de croissance. Et c'est pour ça que nous avons fait la stratification sur la sévérité du retard de croissance par rapport à cette donnée. En fait, sur l'analyse, comme vous dites, un peu en pseudo-intention de traiter, le problème c'est que ce n'est pas des patients qui prennent toujours en charge de la même façon. Et c'est-à-dire que en fait, il y a une étude qui avait été faite à Créteil il y a 1 ou 2 ans sur justement la prise en charge des PAG en tentative d'accouchement voie basse. Et je crois qu'ils avaient montré qu'il y avait entre 60 et 70% au final de PAG qui n'étaient pas identifiés avant l'accouchement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend en charge la patiente dans sa naissance, on
notamment pour ça que dans les limites de cette étude, j'ai évoqué le fait qu'on a étudié les nouveau-nés à la naissance et qu'ils étaient suspectés ou pas in utero. En effet, en pratique clinique, lorsqu'on va décider de la voie d'accouchement, on va souvent décider sur un PAG qui est suspecté in utero, et c'est pour ça qu'on réalise une étude similaire, mais cette fois-ci en partant d'une population d'études de PAG suspectés in utero. Est-ce que vous auriez la possibilité, par exemple, de séparer les retards de croissance connus des PAG connus, des PAG non connus, pour voir s'il y a une différence? Parce qu'on peut aussi se poser la question, par exemple, pour un retard de croissance qui a été déclenché, on avait quand même des éléments favorables pour se dire que potentiellement c'est un fœtus qui pourrait tolérer un déclenchement versus un fœtus qui ne pourrait pas tolérer un déclenchement. Et ça expliquerait peut-être l'augmentation de la morbidité par césarienne, puisque ça va être le fœtus qui va avoir un dos perdu ou en reverse flow par rapport à celui qui avait une diastole positive. Dans la base de données, mais Françoise me corrigera si je dis des bêtises, mais il n'y a pas les données échographiques poussées avec les Dopplers en fait. Donc on va avoir le poids de naissance, le percentile du poids de naissance, mais ça va s'arrêter là en fait. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur les inférieurs au 3e, puisque de toute façon un PAG sévère est un retard de croissance jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est une façon indirecte d'obtenir cette donnée en fait. Ouais, c'est le biais d'indication dont on parlait, des scores de proportion potentielle, hein, voilà, mais c'est d'où l'esprit de l'étude dont vous parlez à venir, qui s'intéressera aux enfants suspects d'être PAG. Et donc ça, c'est hyper intéressant de se positionner comme ça pour une étude à venir. Et du coup, ça répondra complètement à celle-là. Donc c'est un très beau travail préliminaire. Et puis, avec ce biais d'indication, c'est sûr que les résultats plus défavorables en césarienne peut être attribué du coup à cette inclusion de population. Mais c'est quand même, voilà, on ne trouve pas ça différent. Ouais. Moi, j'ai une question sur votre critère de jugement principal, parce que vous notez, en fait, on se dit, pour être pas provocateur, mais si jamais on prend une PRIMI à bas risque en présentation céphalique, si on fait des césariennes systématiques, si on néglige la morbidité maternelle et qu'on parle que de la morbidité et mortalité néonatale, on va très probablement réduire la morbimortalité très sévère du nouveau-né avec des césariennes systématiques, et on va aggraver les détresses respiratoires transitoires, etc., etc. Et donc, dans votre critère de jugement principal, vous mettez en premier réanimation en salle de naissance, et je me demandais comment vous avez défini cette réanimation en salle d'accouchement, parce que si c'est juste 1 heure de VNI, c'est quoi la réanimation en salle de naissance? Ça, c'est une question qui est... La réanimation en salle de naissance, justement, c'était le fait d'avoir besoin d'assistance respiratoire pour le nouveau-né. Okay. Mais je me souviens plus exactement. Enfin là, je ne saurais pas. Oui, bien sûr. Je pense que ce serait hyper intéressant parce que il y avait ventilation au masque. Il y avait ventilation au masque parce que entre c'est pas la même chose de l'adré, un massage, etc. Et donc quand on fait des césariennes systématiques, même justifiées, même etc. Bah, on a plus de détresse respiratoire transitoire, ça c'est connu. Et donc en fait, moi j'aurais été intéressé dans un critère de jugement d'avoir un truc plus sévère. Alors c'est sûr que du coup ça nécessite plus de population. L'intérêt d'avoir un critère comme ça moins sélectif, c'est qu'on permet d'avoir de la population et des événements. Mais du coup on se retrouve à dire que c'est peut-être une des raisons pour expliquer votre résultat, c'est que les césariennes font des DRT, et ça on le sait un peu. Et donc je pense que ça pourrait être intéressant de discuter ça, même si on le garde dans le critère de jugement principal de votre future étude, mais de le discuter pour... Je peux juste rebondir sur le commentaire qui est intéressant, c'est qu'en fait toutes les études et même la thèse à Épopée qui a été faite sur les courbes de croissance récemment, là en fin d'année, qui a été soutenue, en fait on travaille sur un proxy, c'est-à-dire qu'on travaille sur un seuil de retard de croissance, mais qui est effectivement pas la définition de retard de croissance. On n'a pas l'info, y compris quand on voit les courbes en population prédictive ou descriptive, on n'a pas l'info. Donc c'est un proxy. Donc soit on réduit dans les critères d'éligibilité, on prend, et je suis partisane de faire ça, mais là on l'a pas fait, mais je l'ai fait dans d'autres publications, on prend le 5e percentile et non pas le 10e. Ou bien on ajuste sur la sévérité du retard pour justement indirectement prendre en compte les vrais retards de croissance. Donc ça, c'est... Ouais, mais là, pour répondre à la question de recherche, parce que pour moi, c'est deux questions très différentes. Justement, en prenant les tout petits ou les moins du 5e percentile, on se retrouve avec des fœtus plus fragiles. Et moi, je trouve que, en tout cas, la question qui m'intéresse en pratique, c'est plutôt le vrai PAG à Doppler normal, qui a accompli son potentiel de croissance, mais qui est plus petit que les autres. Lui, est-ce que ça a un intérêt de le césariser? Voilà. Et donc, en fait... les tout petits, on les voudrait quasiment pas pour avoir justement pas de prééclamptique, pas de Doppler patho et vraiment que du estimé petit ou petit. On les a en stratifié. C'est une bonne façon de répondre à cette problématique. Merci infiniment. Et alors, est-ce que vous pouvez juste quitter le... Merci.
Paf, Madame Gottardi. Parfait. Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter un travail que j'ai réalisé également dans le cadre de mon M2, qui a été sponsorisé par l'association Grossesse Santé contre la prééclampsie, donc que je remercie, et la bourse de la SFMP, et qui porte donc sur les inégalités sociales de santé périnatale, et notamment l'association entre des marqueurs de précarité sociale et des phénotypes de prématurité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été très bien décrit par l'OCDE, il y a une augmentation des inégalités sociales, et ça a été surtout marqué depuis les années 2000. Ça a des conséquences au niveau de la santé périnatale. Ça a des conséquences maternelles, avec une augmentation des pathologies telles que la prééclampsie, et des conséquences néonatales, avec plus de mort fétale in utero, de mort néonatale précoce, de retard de croissance et de prématurité. Donc nous, c'est cette association-là, un peu pathologie-prématurité, qui nous a intéressés. Ça a déjà été regardé dans la littérature. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la littérature, ce qui est publié, c'est principalement une définition de la précarité sociale utilisant des scores écologiques. Des scores écologiques, c'est quelque chose de géographique, c'est-à-dire qu'on va regarder où habite la patiente et on va y attribuer un score en fonction de la zone, du niveau d'emploi, du niveau de criminalité. Enfin voilà, il y a plusieurs critères qui sont pris à chaque fois. Je vous en ai cité 2 en exemple, mais en tout cas, la plupart de la littérature internationale et surtout américaine, ça utilise vraiment ces scores-là, qui restent des proxys. Il y a quelques études qui sont faites sur des marqueurs individuels, mais en général, on en prend un comme un critère géographique, par exemple le pays d'origine, est-ce que c'est une patiente migrante, ou alors est-ce que son niveau d'éducation aussi qui est très utilisé, mais on fait rarement une association entre plusieurs critères. La prématurité, c'est un critère de jugement qui est assez particulier parce que c'est défini uniquement par une durée, c'est-à-dire qu'on considère accouchement avant 37 semaines, mais on se rend bien compte que ça regroupe des situations qui sont vraiment très hétérogènes. Il y a les patientes qui vont arriver en travail spontané à 36+6 et il y a la prééclampsie ultra sévère qu'on va césariser à 28 sur des anomalies du rythme. Donc on voit que c'est des tableaux qui sont vraiment très différents et donc on s'est demandé si vraiment les patientes qui avaient des situations de précarité avaient des prématurités et est-ce que ça s'associe à toutes les prématurités ou seulement certaines spécifiquement. Donc la première question, c'était de déterminer l'existence d'une association précarité sociale et prématurité. Et la deuxième, on s'est vraiment intéressé à découper les mécanismes de prématurité. On a fait ça sur une cohorte française qui est la cohorte précaire, qui a été constituée au sein de 4 CHU de la région parisienne qui sont dans des situations, dans des zones assez défavorisées. On a recueilli les données démographiques et sociales sur tout ce qui est précarité, sur un auto-questionnaire. Il y avait un interprète si jamais les femmes ne parlaient pas français, il y avait des gens pour les aider à remplir si jamais elles étaient illettrées. Enfin, l'objectif, c'était vraiment de ratisser large et de réussir à inclure toutes ces femmes et que justement leurs critères de précarité et leurs difficultés ne soient pas une limite à leur inclusion. Le critère d'exposition, on a 4 critères qui ont été retenus, donc l'isolement social, l'absence de revenus du travail, le logement précaire et l'absence de sécurité sociale standard. C'est-à-dire que si elles avaient CMU, AME ou rien du tout, on les considérait comme précaires. Et donc ça, c'était combiné dans un index de déprivation qui était codé de 0 à 3 en fonction du nombre de critères en fait, qu'elles avaient. Le critère de jugement principal, c'était donc l'âge du couchement prématuré avant 37 semaines. Et ensuite, on a découpé, est-ce que c'était spontané, est-ce que c'était après rupture prématurée des membranes, ou est-ce que c'était associé à une pathologie vasculoplacentaire. On a fait des statistiques, des choses assez classiques. On a juste fait un modèle ajusté à partir, on s'est aidé d'un graphe orienté acyclique, je l'ai après si ça vous intéresse, et on a imputé nos données manquantes. Donc au total, dans la cohorte, on avait un peu plus de 10 000 femmes. Je vous ai encadré en bleu, ce qui est intéressant, c'est les patients que nous, on a choisi d'exclure. Donc on a exclu les grossesses multiples parce qu'on considérait que ce n'était pas le même mécanisme qui amenait un accouchement prématuré chez ces femmes-là, les fausses couches tardives, les IMG et les morts fétales. Et sur les 9 800 femmes qui nous restaient, il y en avait 436 pour lesquelles on n'avait pas le terme d'accouchement, qu'on a dû exclure aussi. Donc au total, on avait quand même plus de 9 000 femmes qui ont pu être analysées. Et chez ces 9 000 femmes, on voit qu'il y a 33% qui avaient au moins un critère de déprivation sociale sur ce qu'on a décrit avant. Le taux de prématurité était de 7%, c'est ce qui correspond peu ou prou aux chiffres nationaux, donc c'était plutôt représentatif là-dessus. Et donc, quand on regarde, ça c'est les analyses multivariées et multinomiales, on ne retrouvait pas dans notre population d'association entre la prématurité et l'index de déprivation sociale, comme on l'a défini, ni en fonction de chaque critère pris individuellement. Quand on découpe en fonction des mécanismes d'accouchement prématuré, c'est la même chose. En fait, on ne trouvait pas d'association en fonction des différents mécanismes. On s'attendait à en trouver, j'avoue, sur les pathologies vasculoplacentaires, mais ça ne ressortait pas dans notre population. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la littérature, elle est plutôt discordante avec ça. En général, il y a une association précarité sociale prématurité. Donc, on s'est demandé pourquoi, est-ce que nous, on ne l'a pas retrouvé. On a plusieurs points à discuter. Le premier, c'est qu'on avait quand même 4,5% de pertes de vue. Donc, il y a toujours un petit biais de sélection qui n'est pas forcément majeur, mais qui est quand même présent.
La deuxième, c'est qu'on n'a pas travaillé sur les mêmes définitions. C'est ce qu'on disait en introduction, mais on a choisi vraiment des données individuelles qui en plus étaient multidimensionnelles, 4 critères pour chaque femme, et on n'a pas utilisé les scores écologiques ou l'éducation maternelle qu'on retrouve le plus souvent dans la littérature. Donc pas la même définition, pas les mêmes résultats, ça peut être une partie des explications. La troisième, c'est qu'on a travaillé sur une population qui est particulièrement défavorisée au sein d'un pays développé. Donc certes, ça nous permettait de bien étudier les critères d'exposition sociale, mais par contre, ce n'est pas représentatif non plus de la population française. Donc là-dessus aussi, on a un biais. Et enfin, la plupart des études qui ont été publiées, c'est beaucoup aux États-Unis, un peu en Angleterre. Et en France, il faut quand même avouer qu'on a une politique d'accès aux soins qui est assez universelle. On a la Sécu, la SCMU, l'AME, on a des réseaux de PMI qui sont associés, on a des circuits PASS pour les patientes les plus précaires et des soutiens intracommunautaires assez développés, qui fait que peut-être que ces femmes qui sont très précaires, on arrive à les prendre un petit peu mieux en charge en France que ce qui peut être fait par exemple aux États-Unis. Et donc ça montrerait pourquoi est-ce que chez nous on ne retrouve pas forcément de différence. Donc les points forts, c'est vraiment qu'on a pu inclure au maximum ces femmes précaires. On a pris en compte les différents mécanismes, mais on n'a évidemment pas pu analyser toutes les causes d'accouchement prématuré. On n'avait pas assez d'effectifs pour ça, et possiblement on a un certain manque de puissance. Donc on n'a pas retrouvé d'association, marqueur de précarité sociale, risque de prématurité, et pas non plus en fonction des mécanismes. Les perspectives, ce serait peut-être d'essayer d'avoir des groupes avec des effectifs plus importants, mais bon, on avait quand même fait une belle cohorte sur une belle étude prospective, donc ça risque d'être compliqué d'avoir plus d'effectifs en France en tout cas, et surtout de poursuivre les politiques de santé publique et les aides à ces femmes-là en situation de précarité, parce que si ça se trouve, c'est ça qui fait que ça fonctionne mieux. Merci beaucoup pour votre attention. Déjà que c'était une très bonne définition, enfin ça n'engage que moi peut-être, mais une meilleure définition que juste un score écologique, voilà, de prendre vraiment un critère composite comme ça pour évaluer une réelle précarité chez la patiente. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment une vraie force de cette étude-là. Est-ce que vous aviez regardé le nombre de consultations, de vraies consultations et pas aux urgences pour ces patientes-là? Il me semble qu'il y avait eu cette étude-là. Oui, exactement. Il y a eu des études sur le suivi des patientes. Nous, c'est un des critères qu'on a regardé. Et là aussi, on ne trouvait pas d'association entre ça et les différents mécanismes d'accouchement prématuré. Mais en effet, il y a une étude qui a été faite où ils ont regardé en fait, par rapport au nombre de consultations que devrait avoir la patiente par rapport à sa première consultation à la maternité, donc le programmé. Si elles en faisaient moins de 50%, c'était considéré comme des grossesses mal suivies. Il montrait qu'en effet, chez ces patientes-là, il y avait un peu plus de prématurité. C'est ce qu'on retrouvait aussi, mais ça ne se découpait pas en fonction des mécanismes. C'était également réparti. Et selon l'âge à la première consultation aussi, parce que nous, je sais que moi, j'avais discuté de ça à l'époque où je travaillais à la Riboisière, qui est une maternité où il y a 40% de précarité. C'est un peu dommage qu'elle n'ait pas été inclue, je ne sais pas pourquoi, mais dans l'étude. Et c'est vrai que le but, c'était un peu de créer une consultation pour les patientes qui n'avaient eu aucun suivi avant 32, voire 34 semaines. Toutes les patientes qui viennent de migrer, en fait. Ça a été depuis mis en place, je crois, à l'Hôtel Dieu. Je ne sais pas où est-ce que ça en est aujourd'hui. Ça, j'avoue, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est ça, dans la variable qu'ils ont voulu créer pour étudier ces suivis suboptimaux, il y a vraiment le fait d'avoir consulté après 14 semaines. Enfin, il y a la première consultation après 14. Mais voilà, ils ont juste codé avant 14, après 14. Ils n'ont pas regardé la date vraiment d'inclusion. Et après, ils ont calculé le nombre de consultations qu'elle aurait dû avoir. Ils ont regardé combien elle en a faites sans prendre en compte les urgences. Mais c'est comme ça qu'ils ont créé en effet une variable qui est assez utilisée dans cette cohorte-là, précaire sur tous les papiers qui sont publiés dessus. Mais ils ne sont pas intéressés vraiment spécifiquement à quelle date commence le suivi, la première consultation. Il y a un autre élément qui va dans le sens de votre discussion pour expliquer vos résultats négatifs de façon surprenante, c'est que vous avez choisi certes des CHU avec plus de précarité, mais des CHU qui sont habitués à prendre en charge la précarité. Il y avait des papiers qui avaient montré que les femmes précaires étaient mieux prises en charge dans des centres qui en avaient l'habitude et qui le faisaient régulièrement. Et donc le fait d'avoir inclus que ces femmes-là, c'est en plus de sélectionner des femmes particulièrement précaires, elles sont prises en charge par des centres experts, entre guillemets. Et donc peut-être que ça a minimisé aussi l'impact de leur précarité sur les conséquences. Et c'est des travaux de Gazria. Enfin, je ne sais plus. Oui, enfin, oui, il y a des papiers ça, qui ont montré ça. Oui, exactement. Et du coup, ça peut être intéressant de dire que peut-être qu'au-delà des politiques de santé publique globale, les centres hospitaliers que vous avez choisis font bien leur travail pour leur population et que ça joue. Oui, tout
tout à fait. Ça avait été publié surtout, pareil, aux États-Unis, où ils montraient que vraiment une femme en situation précaire qui est prise en charge dans un hôpital, un CHU, qui a l'habitude plutôt d'avoir des populations favorisées, en fait, elle a un moins bon pronostic que dans un hôpital un peu... exactement, parce qu'il n'y a pas les habitudes, il n'y a pas les aides. Peut-être que cet effet-là a joué aussi dans la négativité Exactement. de résultats. Ouais. Et quand vous dites que vous attendiez un résultat significatif, surtout sur les pathologies vasculaires, c'est en raison des différences d'origine? Exactement. Ouais, en fait, on s'attendait à trouver ça sur les ethnies, c'est des patients qui sont plus fréquemment migrantes. Et ça, vous avez ajusté sur ces critères? Oui, on a ajusté dessus et ça ne ressort pas. D'accord. Merci beaucoup. On va passer à la dernière présentation. C'est bon, du coup, vu la qualité des topos, la pression sur vous. Merci. Ouais, c'est avec plaisir. Alors, donc ça tombe bien parce qu'on a bien introduit le sujet avec le topo précédent. Donc, je vais vous présenter une étude qui a été réalisée à Montreuil sur justement l'évaluation d'une prise en charge de la vulnérabilité maternelle et de son impact sur la morbidité néonatale. Donc, ce qui est un peu différent dans cette présentation, c'est que on ne fait pas que décrire, on essaie aussi de prendre en charge la vulnérabilité et de voir son effet sur justement la morbidité néonatale. Donc effectivement, la vulnérabilité, c'est quelque chose qui est difficile à définir puisqu'il n'y a pas de définition consensuelle. Est-ce qu'on définit la vulnérabilité simplement par des critères administratifs, par des critères, par exemple, sociaux? Donc c'est assez compliqué. Donc effectivement, évaluer les conséquences de la vulnérabilité comme il n'y a pas de définition consensuelle, c'est assez compliqué. On peut aussi se poser la question de dire est-ce qu'il y a différents types de vulnérabilité? Est-ce que c'est une seule entité? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Et enfin, est-ce que l'accès aux soins est l'unique différentiel dans ce qu'on observe en cas de vulnérabilité maternelle? Donc quand on s'intéresse aux données de la littérature, et c'est ce que je vous disais, c'est qu'on voit surtout qu'il y a beaucoup d'études qui ont décrit et il y a peu d'études qui ont agi. Et on voit que la plupart des études, il y a quasiment 60% des études qui se sont surtout attachées à montrer qu'il y avait une association entre la précarité bien sûr au sens administratif, donc ça c'est ce qu'on disait, c'est des indicateurs à des niveaux de population, donc le fait de vivre dans une zone à faible revenu économique, le fait de ne pas présenter de sécurité sociale ou de ne pas avoir de logement, donc c'était vraiment des facteurs qui étaient administratifs et la plupart des études ont montré qu'il y avait effectivement, en cas de précarité maternelle, une augmentation du taux d'accouchement prématuré, de complications gravitiques, de petits poids pour la gestationnelle et globalement une augmentation de la mortalité néonatale. Ensuite, on a environ 20% des études qui sont attachées à montrer qu'il y avait une différence d'accès aux soins, c'est-à-dire que effectivement, les femmes vulnérables ont une littératie moins importante en termes de santé et consultent moins, n'ont pas un suivi de grossesse approprié. Ça, c'était notamment les travaux qui ont été présentés par Précaire, les résultats de Précaire qui montraient cette différence. Et enfin, il y a extrêmement peu d'études qui sont attachées à évaluer une intervention, donc soit de manière rétrospective ou prospective, mais enfin évaluer l'impact d'une intervention, qu'elle soit de dépistage ou d'amélioration de suivi, sur du coup l'amélioration de l'état néonatal ou maternel. Et bien sûr, toutes ces données, la plupart de ces données, hormis l'étude Précaire dont on a parlé précédemment, sont faites sur des données qui sont vraiment pas des données à l'échelle du patient, mais des données administratives. Quand on s'intéresse à l'état de l'art en France, donc ça a été très bien présenté sur la présentation d'avant, il y a l'étude d'Opatowski qui avait mis en place le score de précarité qui est hyper simple d'utilisation, c'est-à-dire qu'à partir de 4 variables administratives, on peut classer les patientes en différents groupes, en étant en gros 0 le groupe où il n'y a pas de précarité et 4 supérieur ou égal à 3 le groupe où il y en a le plus. Et ils avaient montré un effet avec l'utilisation des soins. Il y a d'autres études qui ont montré qu'effectivement, plus on présentait des facteurs de ce score de précarité, plus on avait de complications néonatales, plus de complications gravidiques, etc. Donc en fait, nous, à Montreuil, on a une vision un petit peu plus globale de la vulnérabilité maternelle, c'est-à-dire que, par exemple, toutes les patientes qui vont présenter un facteur de vulnérabilité ou plusieurs facteurs de vulnérabilité, donc elles vont pouvoir être prises en charge dans une unité où il y aura en fait une sage-femme dédiée qui va prendre en charge la patiente et qui va organiser son parcours de soins. C'est-à-dire que si la patiente ne sait pas parler français, elle va prendre les rendez-vous pour elle, elle va organiser son suivi avec la PMI, avec l'unité de psychiatrie. Donc en gros, le suivi va vraiment être planifié par cette sage-femme qui sera référente pour la patiente et qui va organiser tout son suivi. Et parmi les patientes qui peuvent être incluses dans l'UAP, c'est des patientes qui vont présenter parmi ces 11 vulnérabilités, donc que ce soit barrière de la langue, l'absence de revenus, les addictions, les pathologies psychiatriques. La dépendance, ça va être en patientes qui sont handicapées ou qui sont mineures, par exemple. L'absence de sécurité sociale et la détresse psychologique. Donc parmi toutes ces patientes,
toutes les patientes qui présentent ces vulnérabilités peuvent être prises en charge par l'UAP. Et donc l'objectif de cette étude, c'était d'évaluer en fait, au final, quel était l'impact de cette prise en charge sur la morbidité néonatale, donc à savoir l'accouchement prématuré. Donc pour ça, on a fait comme la plupart des études, les critères qu'avaient choisi la plupart des études antérieures, donc à savoir l'accouchement prématuré avant 37 semaines et l'accouchement prématuré avant 34 semaines et le statut PAG à la naissance. Donc pour ce faire, on a pris parmi toutes les patientes qui avaient accouché à la maternité entre 2020 et 2021, après 14 semaines, puisqu'on voulait avoir aussi les fausses couches tardives, toutes les patientes, on a inclus toutes les patientes qui présentaient au moins un facteur d'inclusion dans l'UAP et on les a comparées aux patientes qui avaient été incluses dans l'UAP. Donc on avait dans le groupe UAP 686 patientes versus 3272 patientes qui n'ont pas été prises en charge par l'UAP. Donc on voit que c'est assez compliqué parce qu'effectivement, il faudrait une deuxième maternité pour prendre en charge les femmes vulnérables. Mais globalement, on va voir que la sélection des patients dans l'UAP a été au final assez logique. Là, vous avez ici le flowchart de l'étude où parmi les 7600 patientes qui avaient accouché sur les 2 ans, on a identifié 3958 patientes qui auraient potentiellement été éligibles dans l'UAP. Et on avait donc au final 686 patientes dans le groupe UAP et 3272 patientes dans le groupe suivi standard. Quand on s'intéresse aux caractéristiques démographiques des patientes, on se rend compte que l'analyse univariée est assez peu pertinente, puisqu'en fait, on voit que les patientes qui ont été incluses dans le groupe UAP sont des patientes qui sont plus graves, qui sont plus souvent plus jeunes. Il y a plus de patientes originaires d'Afrique subsaharienne et elles ont plus souvent un risque médical et obstétrical qui est supérieur avant la grossesse. Là, on retrouve le score de précarité. Les patientes incluses dans l'UAP ont un score de précarité qui est bien plus élevé et elles présentent aussi bien plus de vulnérabilité, tout type de vulnérabilité confondue. Quand on s'intéresse ensuite à l'utilisation des soins prénataux, c'est là où c'est intéressant. On voit que les patientes qui ont été incluses dans l'UAP ont bénéficié de bien plus de soins prénataux, à savoir plus de suivi par une assistante sociale, plus de suivi addictologique, plus de suivi par un psychologue. On passe de 11 à 57%. Il y a eu plus de consultations, il y a eu plus d'hospitalisations à pathologie équivalente. C'est-à-dire qu'au niveau des complications gravidiques, les 2 groupes étaient identiques en termes de taux de complications, mais aussi en type de complications. Quand on regardait les résultats en univarié, on voit qu'il y a probablement un effet bénéfique sur la prématurité avant 34 de la prise en charge par l'UAP. Mais encore une fois, l'analyse de ces résultats en univarié est vraiment très peu pertinent puisqu'on voit que les groupes sont complètement déséquilibrés. Et donc c'est pour ça qu'on a fait tout d'abord une régression logistique multivariée où on a ajusté sur les principaux facteurs de confusion, à savoir le score de précarité, l'âge maternel, la parité, l'indice de masse corporelle, l'origine maternelle et le haut risque médical et obstétrical avant la grossesse. On a montré en régression logistique qu'effectivement, sur la prématurité avant 37 et avant 34, il y avait un effet protecteur de l'UAP. Mais comme c'est le thème du coup, de la matinée, on a aussi fait un score de propension où on a pris 2 patientes témoins pour une patiente incluse dans l'UAP sur ces mêmes facteurs et on a observé qu'en réalisant ce score, on avait aussi un effet protecteur sur les accouchements prématurés. Il n'y avait aucun élément sur ce qui était le petit poids pour l'âge gestationnel. Donc ce qui est assez intéressant dans cette étude, c'est qu'on a pu quand même inclure un grand nombre de patientes vulnérables. Il y a eu un recueil de données qui est exhaustif, et ça c'est assez remarquable, c'est que en fait, comme on est une maternité où on a l'habitude de prendre en charge la vulnérabilité, le recueil de données dans les dossiers des patientes est exhaustif concernant le type de vulnérabilité et leur prise en charge. On a ajusté sur les principaux facteurs de confusion connus, et on a validé avec un score de propension. Les limites, et ça on en avait déjà parlé, c'est le problème du caractère unicentrique et rétrospectif. Et c'est effectivement aussi un point qui est très important et qu'on avait soulevé sur la présentation d'avant, c'est qu'en fait les patientes qui sont incluses dans cette maternité de niveau 3 sont à très haut risque médical. On a 25% de patientes qui sont à très haut risque médical. Et en fait, il y a différentes études qui ont démontré, qui étaient notamment thérapeutiques randomisées, que effectivement, une prise en charge de la vulnérabilité chez des patientes qui ne sont pas à haut risque médical, ça n'améliore pas forcément le pronostic des nouveau-nés, que peut-être effectivement nous on a un effet qui est très important puisqu'on a des patientes qui sont à haut risque médical et on a aussi des patientes qui sont très vulnérables, c'est-à-dire que on avait plus de 30% des patientes qui avaient plus un score de précarité qui était supérieur à 3. Donc en perspective, on se dit qu'effectivement il y aurait un intérêt justement à personnaliser les soins en fonction de la vulnérabilité maternelle, et j'en profite pour vous faire un petit teaser pour un poster qu'on a mis
où on a en fait repris l'ensemble des patientes de la maternité, donc des 8000 patientes dont je vous ai parlé, et on a fait une analyse en composantes multiples pour mettre en place en fait des profils de vulnérabilité à partir d'axes de vulnérabilité. Et en fait, on a montré que globalement, on a montré que la plupart des vulnérabilités étaient associées entre elles et qu'elles pouvaient se découper en 3 axes. Et il y avait un axe qui était plutôt sur la vulnérabilité psychologique, un axe qui était plutôt sur la vulnérabilité administrative et un axe qui était plutôt sur la vulnérabilité à type de dépendance. Et à partir de ces axes, on a fait une classification ascendante avec notamment un arbre hiérarchique qui a permis de mettre en place des profils. Le profil 1 étant le profil où en fait il n'y a pas de vulnérabilité. Et on voit que ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a eu 5 profils en tout. Et en fait, il y a un profil auquel on ne s'intéressait pas beaucoup, qui est le profil 2, où en fait c'est des patientes, du coup c'est pour faire plaisir à notre ami, c'est des patientes qui ne sont pas vulnérables sur le plan administratif, qui ne sont pas vulnérables sur le plan de dépendance, mais par contre qui sont très vulnérables sur le plan psychologique, et c'est elles qui ont le plus de complications. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, plus la vulnérabilité administrative est importante, plus l'utilisation des soins inadéquats augmente. Mais en revanche, ce n'est pas les patientes qui présentent forcément le plus de complications. On voit en revanche que les patientes qui présentent à la fois une vulnérabilité à type de dépendance et une vulnérabilité psychologique et administrative, donc qui cumulent les vulnérabilités, ont plus de complications. Mais voilà, c'est assez intéressant, donc je vous invite à voir ce poster. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Peut-être le temps juste pour une question. Alors, enfin, je pense que le docteur Renevier répondra mieux que moi, mais en gros, c'est un projet qui est financé en partie par la RS Île-de-France dans le cadre suite de l'étude Rémi qui avait été faite en Seine-Saint-Denis parce qu'il y avait une surmorbidité infantile, en particulier néonatale en Seine-Saint-Denis, extrêmement importante par rapport au reste de la France et extrêmement importante par rapport au reste de l'Île-de-France. Donc il y avait une étude spécifique là-dessus qui avait conduit à faire plusieurs ateliers. Et dans le cadre de ces ateliers, on a proposé à l'ARS de monter l'UAP. Et donc l'UAP est financé en partie par l'agence parce qu'en fait, ce qui est le plus compliqué pour prendre en charge les femmes vulnérables, ce que disait Simon, c'est qu'il y a un temps de coordination du parcours qui est extrêmement long. Et en fait, c'est ça que finance l'agence. C'est-à-dire que purement en T2A, on s'en sortirait pas du tout, parce que ça demande beaucoup de temps. Et donc l'agence finance le temps au-delà de la T2A, pour simplifier. Et du coup, ça prend combien de personnel? Actuellement, à l'UAP, on a 2 sages-femmes. En personne, je te parle pas en ETP, je te parle en personne. On a 2 sages-femmes, un médecin, 3 psychologues et 3 assistantes sociales. Et on collabore avec une pédopsie. Ouais. Et on a l'accès aux psychiatres très très facile parce qu'en fait, elles passent à la mater, les psychiatres de l'UPP. Ouais, c'est... Oui. Après, Alors, ça généralise au GHT. C'est-à-dire que l'agence a financé l'extension de l'UAP au GHT GPNE qui regroupe Aulnay, Montfermeil et Montreuil. Et ensuite, nous, on est toujours preneur de partager le modèle avec qui veut et de les accompagner sur... on a accompagné Aulnay et Montfermeil pour développer le modèle. Donc, c'est l'ARS qui finance aussi. Bah, ouais, ce qui est formidable, c'est que c'est pas Catherine qui finance. Non, mais on voit que l'utilisation, donc déjà il faut des études pour montrer, pour se faire financer le fait que les gens qui sont dans la précarité ont besoin d'aide, ça déjà c'est perturbant, mais bon, très bien. Et puis deuxièmement, elles vont mieux quand on s'en occupe de façon spécifique. Après, vu l'évolution des pratiques et des disponibilités de temps, c'est quand même... C'est compliqué, mais après, effectivement, je pense que dans l'amélioration du pronostic, c'est-à-dire que là, il y avait une analyse secondaire qu'on avait faite aussi, parce qu'on voit qu'elles ont beaucoup plus de consultations. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on avait fait une analyse aussi, on se pose des questions aussi de temps en temps, plutôt que seulement voir sur les issues. Et en fait, les patientes qui étaient prises en charge par l'UAP, à niveau de précarité équivalent, consultaient moins aux urgences. Donc ça, c'était intéressant de voir. Et en fait, nous, ce qui est assez intéressant à Montreuil, en tout cas en tant que clinicien, c'est que quand on vous adresse une patiente vulnérable en consultation, vous n'allez pas vous dire, avant d'aller à la consultation, je vais encore prendre 3 heures, je vais m'embêter parce que je ne vais rien comprendre, parce qu'elle ne va rien comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, tous les internes qui passent et les intervenants sont habitués à dépister la vulnérabilité et en fait rentrent dans le circuit où ils envoient directement un mail à l'équipe de l'UAP. Et quand vous voyez la patiente en consultation, tout ce travail en amont a déjà été fait.
Et donc, si elles ne parlent pas français, vous aurez un traducteur qui sera présent. Si elles n'ont pas de fait leur bilan, le bilan aura été fait. Et en fait, ça rend la prise en charge de ces patientes moins difficile pour le soignant. Oui, je vois la tête de mes internes qui en rêvent. Une partie de la mauvaise prise en charge vient du fait que quand on n'a pas le temps et qu'on ne le fait pas, du coup, ce travail-là que tu décris, il est hyper important. Et ce que tu disais, je trouvais ça, même si ce n'est pas le sujet là, mais sur ton poster, sur les axes de déprivation, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que voilà, il y a des femmes qui ne sont pas identifiables ou identifiées comme étant précaires, mais qui sont vraiment des femmes à risque. Et de fait, d'introduire dans des questionnaires systématiques, alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais des questionnaires sur la fragilité psychologique. C'est en cours, ouais. Et pour moi, avoir initié ça parce qu'on m'a donné des questionnaires systématiques de dossiers à remplir, avoir introduit des questions supplémentaires, on se rend compte que quand bien même on ne prend pas des formes très compliquées pour poser ces questions-là, elles sont hyper rentables en termes d'accès aux soins pour les femmes. On ne s'attendait effectivement pas du tout à ces résultats sur la vulnérabilité psychologique. Hein. Ça, c'est sûr que c'est des patientes qui sont pas précaires au sens de précarité administrative, quoi. Ça se voit pas. Oui. On a le temps. Sinon, c'était juste par rapport aux deux derniers topos, rebondir sur le score EPIS. Sur la diabo, tu as mis le long, ce n'est pas une étude rétrospective, hein, c'était mon équipe qui avait fait ça. Et il y en a une autre plus récente, 2021, je crois, ZADET. C'est des études transversales. Et le recueil des données sur le suivi de la grossesse, c'est des prospectives, parce que dans le réseau, on a un dossier informatisé. Donc, on n'interrogeait pas les dames. On a vraiment les infos qui sont recueillies prospectivement. Donc, c'est pas tout à fait exact. Mais c'était juste pour dire le score EPIS, c'était pas pour te critiquer. Nous, on utilise le score EPIS qui est intégré dans notre dossier informatisé régional. Et dans la deuxième publication, parce que le score EPIS, il n'a pas été fait pour les grossesses. Et donc, on a recalculé la valeur seuil, qui n'est pas la même que les publications Princeps. Et on trouve c'est facile, il n'y a pas beaucoup de questions. C'est intégré dans notre dossier, on utilise ce score. Parce que moi, effectivement, plus des questions annexes, comme tu disais, et d'autres questionnaires. Parce que le score EPIS que j'avais vu, moi, c'était 12 questions. C'était assez lourd à faire par rapport à celui de... Ouais, écoute, on ne trouve pas ça lourd, mais sauf que le seuil, si je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il a 22 chez la femme enceinte. Et ce n'est pas le seuil validé par la Sécu. D'accord. Bon, je regarderai ça. Merci. Merci beaucoup. Je propose qu'on conclue cette session. Merci à tous les orateurs et merci d'avoir été présents pour les écouter. Bonne journée.